pouvoir commencer. Pour commencer, déjà bonjour et surtout merci à tous et à toutes et à tous d'être venus à cette heure-ci, un vendredi, pas très loin de la fin de cette conférence pour parler de DNS et plus particulièrement d'OctoDNS. Mais avant tout ça, j'aimerais partager avec vous des rêves qu'on a très certainement en commun. Le premier, c'est est-ce que vous n'avez jamais rêvé d'un monde où il est possible de simplifier la création des enregistrements DNS, de le rendre accessible à tout le monde. Le deuxième rêve, c'est que le DNS n'est plus forcément réservé qu'aux ops. Et le troisième rêve, que l'on puisse migrer tout simplement de l'on-prem vers du cloud en moins de 5 minutes. Bon, bien évidemment, sous réserve de l'effet démo. Eh bien, j'ai qu'une chose à vous dire, et en plus de ça, tout ça librement, j'ai qu'une seule chose à vous dire, suivez vos rêves, et ça va être le sujet de ce talk. Alors, pour commencer, je m'appelle Julien Briot, j'ai été consultant SecOps chez Rudder, donc une boîte qui développe un logiciel du même nom de gestion de configuration open source sur Paris. Je suis également IT Infrastructure Manager en tant que bénévole au Resto du Cœur. Donc si vous me suivez sur le handle Juni5 sur Twitter, vous avez très certainement vu des appels aux dons, des choses comme ça, c'est moi. Je suis également ingénieur réseau / SRI chez Deezer. Ça par contre, pas en tant que bénévole, vous l'aurez bien compris. Et je suis aussi également auteur principal sur mon blog perso, donc blog.gbrio.fr. Je suis quelqu'un de très très original pour le coup. Ma petite originalité quand même, c'est que je suis un très grand fan de Short Circuit, un film des années 80. Et ce personnage, d'où mon pseudo Juni5, c'est Johnny5, le Wally raciste des années 80. On ne peut pas le présenter autrement. Et puis comme j'ai des journées... Alors, j'ai aussi, du coup, je repasse un petit message rapidement pour si jamais vous avez des dons, que ce soit du don de matériel ou du don de temps à faire au Resto du Cœur, n'hésitez surtout pas à me contacter. On est en constante recherche là-dessus. Et comme j'ai des journées qui ne sont pas suffisamment chargées, entre ce que je fais au Resto du Cœur, au travail et d'un point de vue perso, ça m'arrive aussi de mixer. Et pour ceux qui ont des doutes, je fais une tête pas possible sur cette photo. Et donc, pour revenir sur le sujet principal de cette conférence, on va parler aujourd'hui de DNS. Est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde est au fait de ce qu'est le DNS ici? Qui ne voit pas à quoi sert le DNS dans cette salle? Ok, tout le monde. Tout le monde sait à quoi sert le DNS, parfait. Et donc, le DNS, première chose, c'est la source de tous vos problèmes. Puisque, effectivement, quand le DNS ne répond plus, on n'a plus accès à rien. Pour faire un petit rappel, le DNS, ça permet historiquement d'associer un nom compréhensible pour un humain à une adresse IP. On associe du coup une adresse logique à un nom de domaine ou à une adresse physique à l'adresse IP de la machine, mais pas que, ça permet de faire autre chose, et ça on va le voir rapidement. Donc on va voir le premier type d'enregistrement, donc le type A, qui permet en fait d'associer à un nom commun une adresse IP V4. On va avoir ensuite un enregistrement quadruple A, donc là c'est pour les IPv6, donc c'est un peu le même principe de fonctionnement que les enregistrements type A, mais pour l'IPv6. On va avoir ensuite ce qu'on appelle les CNAME, donc les canonical names, qui permettent en fait de faire pointer, d'associer un sous-domaine, comme par exemple blog.exemple.com, à un autre domaine existant comme www.example.com. Voilà pour le rappel. Ensuite, on va avoir donc le mail exchange, donc les enregistrements de type MX. Donc ça, c'est pour spécifier au DNS sur quel serveur de messagerie on est censé pointer. Et c'est là où on ne stocke pas en fait forcément que des IP, puisqu'on va aussi pouvoir stocker du texte, et c'est tout l'intérêt du record de type TXT. On va voir aussi le record de type .ptr, je vous rassure, c'est le dernier que je présente. Et d'ailleurs, celui-ci il est important puisque je vous ferai une petite démo à la toute fin de justement comment les créer à base de ce qui est déclaré dans OctoDNS. Donc l'intérêt de PTR, c'est de faire en fait un enregistrement inversé, donc c'est-à-dire qu'on va pinguer par exemple une IP et on va obtenir le nom au DNS associé.
Voilà l'intérêt du PTR. Et à ma petite habitude maintenant, lorsque je fais des conférences, c'est que j'aime bien vous conter des petites histoires d'Ops, parce que vous l'aurez compris, je suis un Ops qui fait un peu dev, mais je suis un Ops. Et dans cette histoire que je vais vous conter, on oublie que Michael Scott, c'est un patron d'une boîte, et là dans cette histoire, Michael Scott est un Ops. Et Michael Scott, ce qui va se passer, c'est qu'il va tout au démarrage utiliser une solution qui s'appelle Bind, qui permet donc de gérer, c'est un serveur DNS où en fait, dans les années 90 jusqu'à 2005, on est vraiment dans les balbutiements en fait, de ce qu'on appelle l'automatisation, donc la gestion de configuration, avec le principe de gérer un animal vs un troupeau de vaches par exemple, donc le pet versus cattle. Et puis on a une administration sur cet outil qui est massivement encore utilisé, mais qui est quand même assez old school maintenant, on va dire, qui se fait cette administration se fait principalement via Telnet et SSH, en modifiant en fait le fichier de zone. Et on a quand même une API, mais qui n'est pas une REST API, donc le n'expose pas d'API, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas il n'expose pas de REST API. Il faut forcément du coup connaître et avoir un minimum de connaissances pour ne pas casser la zone. Parce que par expérience, il suffit de rajouter un petit point où il faut, et ça casse tout. Donc c'est pas forcément très pratique. Et après ça, en fait, est arrivé PowerDNS côté on-prem, l'arrivée un peu d'un vent de modernité, qui a lui fourni justement une API REST, avec une gestion simplifiée des zones, puisque vous avez une CLI qui vous permet de créer les zones, de les peupler, d'ajouter des records plus facilement. Mais par contre, il a un gros défaut, tout comme Bind, en fait, il est monotenant. Donc c'est-à-dire que c'est valable que pour un client. Alors vous pouvez Alors là pour ça, je parle du PowerDNS autoritative server, parce qu'il y a aussi la version resolver, c'est deux trucs complètement différents. L'autoritative server, c'est lui qui va posséder la zone. Pour la partie monotenant, on peut facilement le fixer avec à coup de Nginx en frontal, mais c'est pas forcément le but de Stalk et c'est pas hyper intéressant. Et après ça, Michael a vu arriver en fait le cloud. Il s'est dit ok chouette, c'est l'opportunité d'arrêter de devoir gérer ces stacks un peu vieillissantes et pourquoi pas du coup utiliser Route 53. Route 53, c'est la solution d'AWS qui est une solution écrasante. Il suffit de regarder le diagramme de Gartner, le Magic Quadrant de Gartner, qui positionne du coup Route 53 comme vraiment pour le coup le leader sur les solutions de DNS managées dans le cloud. Alors ça permet d'avoir un gain de temps par rapport à l'on-prem, puisque comme je l'ai dit, on ne gère pas toute la configuration, mais on ne va pas gérer non plus toute la partie load balancing en fait, entre les différents serveurs DNS. Et en plus de ça, l'avantage de la solution AWS, c'est qu'elle permet de faire de la gestion as code avec des outils comme Terraform ou Ansible. Et alors du coup, on va se poser la première question. Ok, c'est cool, mais du coup, pourquoi tu veux nous présenter OctoDNS si on peut le faire avec Ansible qu'on connaît déjà ou Terraform? Alors avec Ansible, non, on ne fera pas ça. Pour une simple et bonne raison, enfin pour plusieurs bonnes raisons, c'est que la première, le module Route 53 par exemple d'Ansible n'est pas idempotent. Donc vous allez créer des records, il ne verra pas, et donc il ne va pas forcément appliquer les modifications correctement, ou alors il va écraser des trucs qui existaient déjà. C'est lent. Ansible, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste quand même globalement long. Pour une simple et bonne raison, c'est que du coup il fait des calls d'API à chaque fois qu'il vient modifier un record. Donc si vous en avez qu'un, ça va. Si vous en avez 250, ça commence à devenir compliqué. En plus de ça, il y a une limitation côté API de Route 53, qui est de 5 requêtes par seconde. Et il n'a pas la possibilité de migrer facilement des enregistrements d'un provider vers l'autre de manière complètement agnostique. Et ok, donc avec Ansible, c'est difficilement faisable, mais alors qu'est-ce qu'il en est de Terraform? Et ben on ne fera pas non plus comme ça, donc no, une deuxième fois, et pour aussi des raisons qui sont assez similaires à celles d'Ansible, à savoir que Terraform, pour le coup, moi je le conseille pour des toutes petites zones, ou alors pour des utilisations, typiquement si on crée une machine avec un enregistrement associé sur du cloud, ça c'est très bien. Parce que vous imaginez bien, si vous devez déclarer votre machine d'un côté et après aller sur le repo Octo pour pouvoir créer le records DNS, c'est pas forcément hyper pratique. Par contre, il a un gros désavantage, c'est que c'est hyper verbeux. C'est hyper verbeux et en plus de ça,
on va le voir là justement dans cette slide, c'est que c'est pas du tout agnostique. C'est-à-dire que vous déployez, la manière dont vous allez déployer des records sur AWS ou la manière que vous allez le faire sur GCP, c'est pas du tout la même. Alors que le DNS, c'est un protocole, c'est normé, et il n'y a pas lieu d'avoir ce genre de subtilité. C'est aussi un enfer lorsqu'on souhaite du coup de migrer d'un provider à l'autre, parce que vous êtes obligé d'ajouter de la glue pour pouvoir transformer le code HL que vous avez déclaré pour AWS Route 53 en Google Cloud DNS ou peu importe. Et sinon, ils se sont dit, pourquoi pas éventuellement créer ces enregistrements sur l'interface web. Bon, là, vous imaginez bien, non, on ne fera pas ça. Et c'est là, pardon, mince. Tac, voilà. Et c'est là où arrive forcément, du coup, OctoDNS. Donc OctoDNS, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui a été créé par l'équipe SRI chez GitHub en 2017 pour gérer leur infrastructure DNS. C'est un outil où, du coup, la première release, la licence MIT en 2017, a été faite en 2017. C'est un outil qui a été écrit en Python 3, qui se veut déclaratif, c'est-à-dire que ce que vous allez déclarer dans OctoDNS sera forcément ce qui va être créé côté DNS, et on verra d'ailleurs, c'est très bien pour supprimer tout un ensemble de records aussi, pour cleaner une zone. Et il ne possède pas d'état, donc c'est ce qui fait qu'il est beaucoup plus rapide que Ansible ou que Terraform, bon, même si Ansible n'a pas forcément de vrai state comme là Terraform, mais Terraform, c'est son défaut, c'est justement qu'il stocke tout dans le state, donc le temps qu'il alimente ce state, ça prend du temps. C'est un outil qui est complètement CLI, et c'est un outil du coup qui nous permet de migrer facilement et rapidement d'un provider DNS à un autre sans trop de difficultés. C'est très pratique quand par exemple un data center prend feu. Et je vous ai mis, d'ailleurs ça a un petit peu été mangé, mais je vous ai mis une petite liste non exhaustive de tous les providers qui sont supportés. Donc on va retrouver du Scaleway, de l'OVH, du Route 53, PowerDNS. On va avoir autant des solutions on-prem que cloud. Et alors, il y a quelques mois, est arrivé justement une panne chez Météo France où leur serveur DNS ne répondait plus. S'ils avaient eu OctoDNS, ça leur aurait pris, je pense, moins de 10 minutes pour migrer justement la zone. Alors tout dépend du cache, bien évidemment, mais globalement, la zone aurait pu être migrée sur un autre cloud provider en très peu de temps, justement, grâce à OctoDNS. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir l'article de Stéphane Borsmeyer qui détaille très bien cet incident, qui est juste en dessous. Alors, pourquoi OctoDNS? Tout simplement parce qu'il fait les choses de manière simple et agnostique. Et alors, comment il le fait? Déjà, pour commencer, c'est hyper simple à installer. C'est un gros défaut de certains outils, c'est que c'est assez compliqué à installer. Là, en l'occurrence, comme c'est du Python, on va utiliser le package manager de Python, donc avec cette simple commande pour pouvoir l'installer. Et puis, lorsqu'on va chercher à installer des providers, c'est OctoDNS-le nom du provider. Donc vraiment quelque chose de très très simple. Pour la configuration, on est au format YAML. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de YAML engineers ici, comme certains aiment bien s'appeler maintenant, avec du Cube, du Ansible, un peu tous ces outils-là. Justement, Octo, ça pourrait être un outil à rajouter dans sa liste des outils en tant que YAML engineer. Où on va avoir du coup donc, la définition des zones gérées et la définition des sources et destinations. Donc la définition des zones, on va la retrouver dans cette partie-là, avec donc là par exemple la zone example.org, avec comme source la source qui est déclarée ici, donc un fichier YAML à plat, et on va avoir la target qui est route 53, donc qui a été déclarée ici, donc avec toutes les informations pour se connecter à la zone, en l'occurrence. La création d'un enregistrement est faite de manière accessible puisqu'on a donc l'utilisation du format YAML, VS par exemple HL côté Terraform, et il suffit de regarder par exemple un exemple avec du code Terraform pour exactement le même record. On voit tout de suite l'intérêt d'Octo, c'est que c'est beaucoup plus simple à déclarer. En tout cas pour un développeur qui n'est pas forcément spécialisé côté Ops, c'est accessible à tout le monde, ce format-là.
OctoDNS permet aussi facilement de récupérer, enfin migrer et récupérer facilement le contenu d'une zone. Alors il permet de le faire par le biais de la commande OctoDNS sync, et vous verrez, il y en a plusieurs des commandes. Et pour récupérer l'entièreté de la zone actuelle et de la récupérer au format OctoDNS, donc au format YAML, il y a une autre commande qui s'appelle OctoDNS dump, et vous verrez, je vous ferai une petite démo justement de comment on récupère ça. Ce qu'il ne fait pas, alors il ne fait pas deux choses. La première chose, c'est qu'il ne permet pas de gérer en tant que tel la configuration du serveur DNS. C'est pas l'intérêt, là c'est juste de gérer les records DNS. Il n'est pas là pour remplacer Ansible. Et la deuxième chose qu'il ne fait pas, en tout cas pour le moment, c'est qu'il ne gère pas la configuration des registrars. Donc les registrars, c'est eux qui sont détenteurs de la zone en elle-même et qui disent sur quel DNS tu dois pointer. Et ben là, en l'occurrence, pour le moment, OctoDNS ne le gère pas, mais c'est justement en cours de développement. On a quelques nouveautés, parce que la version 1. Du coup, on a la 1.2 maintenant, qui est arrivée il y a quelques mois, qui permet de faire notamment quelque chose de très pratique. C'est que vous allez par exemple pouvoir dire, bon là en l'occurrence c'est un fichier de config, donc il va venir prendre tous les fichiers de config qu'il y a dans un repo donné. Alors il faut savoir que pour OctoDNS, les noms de zones sont déclarés par défaut le nom de la zone .yaml. Et c'est comme ça qu'après OctoDNS est capable de déterminer comment il vient récupérer ces enregistrements. Et donc on va avoir là la possibilité de venir récupérer toutes ces zones-là. Ou alors vous allez lui dire par exemple, sur Route 53, tu me récupères toutes les zones et tu me déploies ça par exemple sur NS1. Il y a aussi la possibilité de faire de l'héritage statique, où en fait on va avoir un fichier de une définition de zone dans OctoDNS, et puis après, avec une syntaxe qui est à peu près similaire à la notion de pointeur, de référence, on va pouvoir lui dire, par exemple, là tu vas me dupliquer le contenu de la zone example.org sur ThirdTV et FirstTV. Et l'héritage statique, où là c'est pareil, du coup example.net va hériter de la configuration d'example.com. Voilà les nouveautés. Et donc ça c'est bien, mais Michael s'est dit, est-ce qu'on n'irait pas ouvrir, on lui a posé la question, du coup, est-ce que tu pourrais pas ouvrir l'accès aux devs? Et forcément, la réponse a été, mais quoi, laisser les devs faire de l'ops? Eh bien, c'est là où on va commencer à parler d'une première notion, l'autonomie, et en l'occurrence plutôt l'octonomie, où on va avoir, donc, pour avoir de l'autonomie et laisser les devs créer eux-mêmes leurs records, on va avoir besoin d'une chose, c'est la définition d'un cadre. Là, en l'occurrence, par exemple, chez Deezer, nous, on va voir l'utilisation en fait, d'un dépôt Git avec tout un workflow, que je présenterai juste après, et une CI/CD qui va appliquer la configuration. Rien n'est fait directement sur le poste. L'autonomie, par contre, n'empêche pas le contrôle, c'est-à-dire que, en l'occurrence, chez Deezer, c'est l'équipe réseau, du coup, qui vient vérifier à chaque fois, sur chaque PR, qui doit vérifier si le développeur n'a pas écrit des énormités. Et en l'occurrence, ce qui est pratique avec OctoDNS, c'est qu'il fournit déjà des mécanismes pour vérifier que le record est bien formé. Si par exemple vous créez un CNAME sans le point à la fin, c'est vu comme une erreur, il va vous l'afficher. Donc ça, déjà, on a ces pré-checks qui sont faits. Et donc, par le biais des codeowners, on a ce review qui est faisable. Ensuite, on va avoir du coup de la communication. La communication, nous, on passe par l'utilisation de chats dédiés sur Slack, ou après peu importe l'outil, pour tout ce qui est questions. On va avoir la même chose, un channel dédié pour toutes les évolutions sur la CI, côté repo, avec les gens qui créent des PR et tout le bazar. Et donc, qu'est-ce que ça permet d'offrir tout ça? Tout simplement une augmentation de la vélocité du développeur, puisqu'il est capable maintenant de faire une partie du travail de l'Ops plus facilement, et ça, naturellement, du coup, retire du toil côté équipe d'infrastructure et de réseau, sauf évidemment sur la partie review, mais on est en réflexion justement de comment on peut l'automatiser cette partie-là. Et ça permet en plus de ça d'éviter, comme je le disais, du coup des erreurs, justement avec tous les mécanismes de check et par le biais de la CI/CD. Et puis en plus de ça, on a la possibilité facilement de faire des retours arrière. Il suffit que quelqu'un se soit trompé sur le DNS, même s'il y a du cache, on est capable de faire un revert de l'APR très facilement et de revenir du coup dans l'état antérieur. Et à obtenir aussi plus de contexte sur les modifications qui sont faites sur la zone, la dite zone, avec qui a fait la modification et pourquoi, par le biais de Git. Et côté workflow, comment ça se passe? On a un workflow relativement simple.
lorsque un développeur crée du coup une pull request, donc on va avoir la nouvelle pull request qui va être créée, on va avoir une validation de la syntaxe avec OctoDNS Validate et le YAML lint vu que c'est du YAML. On va avoir une application sur l'environnement de staging d'abord, et puis après un report en fait de l'état de ces enregistrements grâce à la commande OctoDNS report qui va vérifier la bonne formation des enregistrements, et la paire est validée, on peut la merger. Donc ça voilà avec le schéma. Lorsque du coup la PR est prête, on va pouvoir la merger du coup sur la branche master ou main, peu importe. Et donc ça va appliquer sur les environnements de dev, prod. Bon, en l'occurrence ça applique aussi l'avance sur staging. Et ça fait le report de l'enregistrement et les enregistrements sont disponibles. Donc voilà un petit peu comment ça se passe chez nous. Donc, vraiment un truc très très simple. Et donc maintenant on va passer à l'heure de la démo en espérant qu'il n'y ait pas d'effet démo. Et pour cette démo, on va commencer par créer ses premiers enregistrements avec OctoDNS. Donc, vous allez me dire si vous voyez bien. On va aller sur la configuration. Est-ce que tout le monde voit bien? Ouais? Non? Je vais grossir un peu. Est-ce que c'est mieux? Parce que je pense qu'avec le terminal, on va pas voir grand-chose. C'est mieux? Ok, parfait. Cette partie-là, on s'en fout dans notre cas, c'est pas forcément très utile. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est ce que je détaillais tout à l'heure. On va vraiment avoir cette notion de provider, donc c'est ce vers quoi on va déployer, ou on va utiliser comme source, donc c'est une notion de provider, et ensuite après les zones, donc les cibles, à gérer. Donc là, pour commencer, on va avoir donc le fichier YAML qui, comme je l'ai expliqué, prend automatiquement le nom de la zone.yaml. Donc là, on vient récupérer dans le dossier OneDemo zone, avec des paramètres par défaut. Et ensuite, on va avoir la cible. Donc là, en l'occurrence, c'est pour vous montrer le côté on-prem, donc avec un PowerDNS qui tombe sur ma machine, où là, il y a la configuration du coup du PowerDNS. Et si on va sur le fichier de zone, on va retrouver tout un ensemble de records. Donc là, on va retrouver les records qui sont vraiment à la racine de la machine. Mais on va aussi retrouver tout un ensemble de types de records différents. Donc là, on a des CNAME, on a des TIPA, enfin, on a un peu de tout. Et donc, ce qu'on va faire pour commencer, c'est déjà de valider que la configuration, elle est OK. Alors, je vais déjà sourcer tout ça, sinon on va avoir quelques soucis. Donc pour commencer, j'ai validé la configuration, il n'y a pas de souci, il détecte qu'il n'y a aucune erreur dans la formation des records. Par contre, petite démo, si je retire le point au CNAME, donc il est plus pleinement qualifié, que je recommence, là il me dit cette fois-ci, tu m'as oublié le point, donc il va falloir que tu fixes. Ok, donc je le remets. Donc là, ça veut dire que je suis prêt à déployer. Donc, ce qui va se passer, on ne va pas très bien voir sinon, je vais grossir ça comme ça. Hop. Là, cette fois-ci, on va créer les enregistrements, donc avec la commande OctoDNS sync cette fois-ci. Alors le moins fort, c'est parce que j'ai un certain nombre de records DNS que je vais créer d'un coup. Par défaut, il y a une limitation, si je ne dis pas de bêtises, de 100 records que vous pouvez modifier d'une traite. Là, en l'occurrence, il y en a, je crois, 200, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est obligé de lui mettre le moins force pour lui dire que tu peux en faire plus que ce qui est prévu à l'origine. Ça, c'est aussi un autre mécanisme de sécurité, pour éviter de dropper toute une zone par inadvertance. Donc là, si je fais ça, normalement, pour le moment, il ne va rien appliquer. Il va juste m'afficher les modifications. Donc là, non, d'ailleurs, je dis une bêtise, on a 85 records, mais on voit tout ce qui est prêt à être modifié. Et comme vous l'avez vu, c'est quasiment de l'instantané. Et pour appliquer, c'est pas très compliqué, je reprends la même commande et je fais -do it. -do it. Et là, il m'a tout créé. Et donc, si je vais sur ma plateforme que j'ai juste ici, et que j'actualise, donc là pour le moment on n'avait rien, si j'actualise, j'ai tous mes records. Donc là c'est une plateforme que j'ai développée pour vous rendre un petit peu plus visuel la création des enregistrements sur les deux, que ce soit PowerDNS ou Route 53. Donc là on voit bien en fait il m'a créé tous mes enregistrements. Donc ça c'est très bien, et on va avoir en fait après la deuxième démo. Ça c'est bien, j'ai créé mes enregistrements, mais maintenant j'aimerais bien en fait, partons du principe que c'est pas moi qui viens de les créer, j'aimerais bien en fait récupérer l'ensemble de ces enregistrements au format OctoDNS pour pouvoir les gérer après justement avec Octo. Et ben c'est tout aussi facile normalement si la démo fonctionne bien. Côté config,
c'est un peu plus simple cette fois-ci, vu qu'on cherche à dumper l'ensemble de la configuration, on va avoir besoin que d'un seul provider, puisqu'il n'y a que la source, enfin que la target cette fois-ci, donc PowerDNS. Et d'ailleurs, côté configuration de la zone, cette fois-ci, je lui définis que la target, parce que c'est la cible que je cherche à dumper. Et donc, si on regarde côté dump, pour le moment, j'ai rien. Et donc cette fois-ci, hop, je vais utiliser la commande octodns dump. Je vais lui spécifier en paramètre le fichier, enfin le dossier de sortie. Je lui spécifie aussi la zone avec le point pour que ça soit pleinement qualifié et le nom du provider que j'avais déclaré, donc là PowerDNS. En l'occurrence, là, il va me créer un fichier totozone.com.yaml, comme à chaque fois, dans le dossier dump. Donc si je fais ça, normalement, hop, là, il m'a dumpé toute la zone de manière quasiment instantanée. Donc si je regarde le contenu, j'ai littéralement la même chose que ce que j'avais déclaré moi juste avant. Sauf qu'en fait, là, il faut partir dans l'idée que ça peut être quelque chose. En fait, vous arrivez dans un contexte où vous ne connaissez pas l'environnement DNS, vous ne connaissez pas ce qui a été déclaré sur le serveur. Bah, c'est hyper pratique parce que du coup, vous faites un dump de la configuration et tout de suite, dès maintenant, vous pouvez commencer à la gérer avec OctoDNS. Ça, c'est vraiment hyper pratique. Donc là, on va passer à la troisième démo. La troisième démo, cette fois-ci, c'est migrer de l'on-prem vers du cloud. Je sais, le titre fait rêver, et j'espère que tout va bien se passer. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, côté provider, on va avoir deux choses. Je vais vous faire d'ailleurs deux démos. Une démo où on va faire du copier-coller, et donc en fait, on va récupérer les records qu'il y avait côté on-prem, entre guillemets, manuellement, et les copier après ensuite côté route 53 et on verra bien que ça sera appliqué. Et puis la deuxième démo, en fait, je vais juste intervertir les sources destination, donc en disant PowerDNS en source, route 53 en destination, et il va me pousser tous les enregistrements. Donc là, en l'occurrence, je vais récupérer tout ce qui a été dumpé côté sur ma démo 2. Tac. Hop. Je fais juste gaffe qu'il passe ça, voilà. Là, cette fois-ci, je vais invalider que la conf elle est bien formée, mais comme c'est Octo qui me l'a récupéré, il n'y a pas de souci. Cette fois-ci, hop, je vérifie. Il me crée bien mes 85, enfin, il me propose bien de créer les 85 records. Je fais mon -do it pour les appliquer. OK. Si je vais sur l'interface de route 53, j'ai bien mes records qui ont été créés. Donc ça, vous l'avez vu, c'est quasiment instantané. Et là, cette fois-ci, ce que je vais faire, donc là, il y a une manip intermédiaire, et dans l'idéal, en fait, ce qu'on préfère faire, et c'est là où par contre je vais devoir, hop, aussi retirer tout ce qu'il y avait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer. Là, pour le moment, on voit qu'il y a les records. Là, je supprime tout du fichier, et comme je le disais tout à l'heure, en fait, il va automatiquement, il est déclaratif, donc là, comme je lui supprime tout, il va tout me supprimer côté route 53. Donc si je réapplique, cette fois-ci, il m'a tout supprimé, et si je retourne sur l'interface et que j'actualise, voilà, donc il m'a supprimé tous mes enregistrements. Hop, et donc là, si je cherche donc à migrer cette fois-ci, donc dans la troisième démo, directement, sans passer par cet intermédiaire, là je vais lui dire en source PowerDNS en destination route 53, et donc, mince, si je le fais, hop, je valide la configuration pour être sûr, ok, je vérifie qu'il me crée bien les records. Là c'est un poil plus long, mais on voit qu'effectivement il me crée bien les 85 records. Je fais mon -do it. Et là, comme par magie, j'ai migré du coup de PowerDNS directement, sans passer par l'intermédiaire, vers route 53, sans avoir quasiment rien à faire. Donc magie, c'est très pratique quand vous avez un incident de prod, ça évite d'avoir la petite goutte, comme on dit. Pour ceux qui ont des doutes, j'ai quand même la CLI juste ici, pour afficher qu'effectivement, la CLI route 53, hein, qui permet d'afficher du coup les ressources, c'est un peu plus long, mais là on voit bien que tous mes records ont été créés. Donc voilà pour ça, et ensuite on va avoir la dernière démo, hop, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, donc migrer sans modifier les sources, et cette fois-ci, donc la dernière démo, ça va être créer ces enregistrements PTR, donc les enregistrements inversés. Donc cette fois-ci, hop, je vais cleaner d'ailleurs la zone. Tac, pardon. Ça. Donc là, côté route 53, ça a été fait, ok.
Là, en l'occurrence, donc, on va avoir quoi en entrée? Cette fois-ci, on va avoir, dans la partie manager, on va lui spécifier le fait d'activer en fait, la création des records PTR, donc avec l'auto-ARPA. Côté provider, ça ne change rien. Là où ça change un petit peu, c'est sur la zone en elle-même. Pardon. Où vous allez en fait spécifier donc les adresses IP qui vont être concernées. Les adresses IP qui vont être concernées de manière inversée, et en fait on va lui spécifier en source AutoARPA et en destination PowerDNS, et donc lui il va créer tout ça derrière. Et donc si on regarde la configuration, si on la valide, normalement elle est OK. On va vérifier ce qu'il va créer. Donc là il me dit no change, c'est bizarre. Si, OK. Enfin, moment do it. Bizarre, ok. Bon, j'ai visiblement un problème avec la démo. Je savais qu'il fallait pas que j'ajoute au dernier moment. Normalement, il est censé créer les records. Je pense, à mon avis, que c'est lié aux IP. Ouais, c'est ça. C'est parce que, du coup, on a 64. Tac. Non, celle-là fait casser carrément. Ok, enfin, ça l'a cassé. Je vais pas toucher plus. On va laisser comme ça. Mais globalement, en fait, l'intérêt de ce truc-là, j'en suis désolé pour la démo, l'intérêt c'est de créer en même temps les enregistrements inversés. Donc voilà. Hop, je reviens sur les slides. Petit instant pub, j'avais écrit un article justement dans Linux Pratique il y a quelques mois. Si jamais vous l'avez, vous êtes abonné, vous aurez plus de détails du coup dans l'article d'un point de vue technique sur comment ça fonctionne et surtout comment bien l'utiliser avec des exemples. Comme je dis souvent, voilà. Et merci beaucoup Volcamp. Et j'ai terminé. Merci beaucoup. Si jamais vous souhaitez accéder aux slides, n'hésitez pas à prendre une photo, c'est le lien vers les slides. Il y a tout. Pour ce qui est de la plateforme, je le rendrai du coup open source. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je mettrai le lien sur Twitter pour l'accès à cette plateforme. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, c'est le moment. Bonjour, déjà merci pour la présentation, c'était très intéressant. J'avais une question sur la dernière démo. On voit un paramètre max worker. C'est quoi? C'est qu'il y a un nombre de, on va dire comme des runners, enfin qu'on pourrait apparenter à une CI ou... En fait, OctoDNS est multithreadé par défaut, donc tu peux lui demander de faire des choses en parallèle. Donc c'est voilà pourquoi on a cette partie-là. Là en l'occurrence pour la démo, pour aller plus vite, j'en ai mis 2. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais 2 ça suffisait largement pour le peu de records qu'il y avait à créer. Oui. Oui, bonjour. Merci pour la présentation, c'était super intéressant. C'était juste une question un peu bête, mais qu'est-ce qui se passe si jamais on a une zone qui s'appelle No? Une zone qui s'appelle No? Oui. Où il n'y a rien du tout Non, qui s'appelle No, N-O. Ah, je ne saurais pas dire. Je ne sais pas. Je pense que ce sera intéressant de regarder, étant donné que c'est du YAML. Ok. Je regarderai ça. Alors après, je suis pas un expert du DNS. Hein. J'en fais au quotidien, mais c'est pas non plus. Il y a des gens bien plus compétents que moi, notamment Stéphane Portmeyer, qui, si vous voulez vraiment pas mal de détails sur ces articles, enfin sur le DNS en règle générale, n'hésitez pas à le suivre parce que c'est vrai qu'il donne toujours des articles très détaillés là-dessus. Mais j'irai voir ça. Ça attise ma curiosité. Pas d'autres questions? Ok, ça marche. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. Et puis j'espère vous recroiser dans d'autres conférences. Merci beaucoup.